Ce que je trouve aujourd'hui qui est dommage, c'est que l'immigration, qui est un phénomène historique, est vue comme un problème. Alors que l'immigration, c'est une richesse, autant pour la personne qui immigre que pour la société qui l'accueille. Il faut s'investir ici sans oublier derrière. Donc, pour vous, il faut être à cheval. C'est-à-dire qu'il faut harnacher les deux chevaux. Chers téléspectateurs, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission La Voix des aînés. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir un professeur, de recevoir un homme intègre, un homme de culture, un homme de communication. Il s'appelle Monsieur Tiek Ndiaye. Monsieur Tiek Ndiaye est tombé amoureux du Canada et spécialement de Québec après 2 voyages ici. Il est d'origine sénégalaise. Et bien sûr, après avoir passé assez de temps ici au Québec, on peut dire que c'est un Québéco-Sénégalais ou un Sénégo-Québécois. Il va nous l'expliquer dans quelques instants. Alors, bonjour Monsieur Ndiaye, comment allez-vous? Bonjour Florence, ça va très bien, merci. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. On aimerait savoir, depuis combien de temps vous êtes à Québec brièvement? Moi, je suis à Québec depuis 52 ans. Je suis arrivé à Québec le 20 juillet 1970 pour des études. Après mes études, j'ai quitté, je suis allé travailler au Sénégal. Ensuite, deuxième voyage, je suis revenu à Québec pour poursuivre mes études et m'y installer pour le moment. Si on vous demandait tout simplement pourquoi vous avez choisi le Québec comme étant un pays, votre terre d'accueil, quelle serait votre réponse? Moi, la première fois, je suis venu pour des études et c'était dans mon programme de rentrer au Sénégal et d'enseigner, ce que j'ai fait. Je n'avais pas l'intention d'immigrer, mais après un premier voyage, j'avais découvert dans mon premier voyage un Québec qui était foisonnant. On sortait de la Révolution tranquille et j'avais découvert un Québec qui avait beaucoup d'appétit pour la création et la culture. Et un Québec aussi où il y avait beaucoup de possibilités et un Québec aussi qui s'ouvrait au monde. Donc il y avait un attrait et j'avoue que c'est ça qui m'a charmé et de revenir à Québec. Et en même temps aussi, il faut le mentionner, j'ai rencontré dans mon premier voyage celle qui allait devenir mon épouse jusqu'à aujourd'hui. On dit dans certains adages que qui trouve amour trouve refuge. Donc on va dire, que quelque part l'amour vous a déplacé. Cupidon a joué son rôle. Alors, quelle est votre lecture de votre parcours socio-professionnel? Mais moi, je suis satisfait de mon parcours parce que mon parcours socio-professionnel m'a permis de conjuguer mes attentes professionnelles et mon engagement social. Et depuis que je suis au Québec, j'ai réussi à faire un travail d'enseigner. J'ai fini par enseigner, mais dans mon parcours professionnel, j'ai commencé à travailler dans le milieu syndical. Et ce qui m'a permis de découvrir et de connaître le Québec. Mais dans un deuxième temps, j'ai travaillé dans un groupe associatif qui s'appelle Carrefour Tiers-Monde, donc qui rejoignait mes préoccupations sur la problématique du tiers-monde et surtout de l'Afrique. Et donc, là où j'ai passé quelques temps, ça m'a permis, par exemple, de participer à la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud.
et aussi de m'occuper des problèmes de développement du Sahel dans cette institution. Et dans un troisième temps, jusqu'à ma retraite, j'ai été professeur de sciences politiques au Collège Garneau et qui témoigne d'une contribution à l'éducation des Québécois et des Québécoises. Donc, il y a une sorte de jonction entre les préoccupations sociales et la trajectoire professionnelle. Et on aimerait savoir de quoi vous êtes le plus fier en ce qui concerne, bien sûr, votre expérience québécoise et votre vie ici à Québec jusqu'à présent. Moi, comme je mentionnais un peu plus tôt, j'ai été fier et chanceux en même temps d'avoir pu conjuguer ces deux choses. C'est-à-dire le parcours professionnel, gagner ma vie, parce qu'il faut gagner sa vie. Absolument. Mais aussi l'engagement social, les préoccupations qui m'ont toujours traversé et qui me traversent encore. Et l'autre chose dont je suis fier, motif de satisfaction, c'est d'être resté collé aux problématiques de l'Afrique. Parce que j'ai toujours eu dans ma tête et dans mon trajectoire que le continent africain qui nous a vu naître, qui a tout donné pour nous, pour qu'on s'éduque, par exemple, parce que tout le monde n'a pas pu s'éduquer, on a une responsabilité de contribuer à l'émergence de ce continent. Et la diaspora a beaucoup à faire dans la situation de l'Afrique. Et c'est un peu ça qui est ma satisfaction. J'aurais voulu faire en plus, mais je suis satisfait quand même d'être resté connecté avec le Sénégal et l'Afrique en général. Oui, la connexion entre le Sénégal et l'Afrique, et bien sûr, et vous-même, c'est certain que c'est un point important dans le plan d'immigration en général de la plupart des personnes qui prennent bien sûr ce projet, mais parfois, ce n'est pas toujours ce qui se passe. On sait que vous avez, bien sûr, vous êtes marié, mais vous avez aussi deux enfants à qui vous avez, des petits-enfants à qui vous avez inculqué ces valeurs-là. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot à propos de ça? Ça, c'est l'autre fierté aussi que j'ai, d'avoir passé le relais à mes deux enfants, Mariem et Ali, mais aussi à d'autres, hein, parce que comme enseignant, la problématique de l'Afrique m'habite. Et comme professeur de sciences politiques au Cégep, et ce que j'ai essayé de faire avec d'autres, c'est de passer ce mot et se passer cette voix africaine ici au Québec. Et avec mes enfants, c'est plus facile parce qu'ils étaient à portée de main. Mais pour les autres aussi, jeunes Québécois et Québécoises, je pense qu'on a essayé de faire porter ce message de l'Afrique, de cette vision de l'Afrique qui manquait ici un peu. Et je vous donne juste un exemple. Au Cégep Garneau, pendant 15 ans, sous l'égide de mes amis et collègues et frères qui étaient enseignants en philosophie et puis originaires du Bénin, on a tenu le mois de l'histoire des Noirs au Cégep pendant 15 ans. Wow. Et donc ça c'est un peu la fierté. Mes enfants oui, mais c'est dans l'ensemble, c'est que eux ils paraissent plus parce qu'ils sont plus à portée de main et puis ils étaient plus collés à mon discours et puis à ma pratique. Ça, je pense que c'est une fierté. Vous parliez du mois de l'histoire des Noirs qui est pérennisé aujourd'hui au travers, jusqu'à présent, d'autres personnes, d'autres présidents et d'autres bureaux qui d'ailleurs n'ont pas lâché la flamme. Comme quoi vous avez vraiment déposé quelque chose qui continue à germer jusqu'à présent. Alors, si on plongeait un tout petit peu dans les difficultés, quelle analyse parallèle ou différente pouvez-vous faire pour les difficultés d'intégration? Mais c'est-à-dire, quand on est arrivé ici, on n'était pas beaucoup d'Africains. Et il y avait dans la communauté afrodescendante beaucoup plus d'Haïtiens que d'Africains comme nous. Et
la difficulté quand on est venu s'installer, quand on est étudiant, c'est pas un problème. C'est-à-dire, on reste à l'université Laval, je veux dire, la problématique de l'emploi ne se pose pas. On était là pour les études. C'est quand on arrive à aborder le marché du travail que le problème se pose. L'intégration au marché du travail. On a fait face à un certain nombre de difficultés. Il y a la reconnaissance des diplômes, mais aussi il y a des barrières systémiques sur l'emploi de discrimination. Et on a connu cela. Et moi, je me souviens que dans les années 70-80, à chaque fois qu'on demandait faisait des demandes d'emploi, pourtant on avait des diplômes de l'université Laval ou de l'université canadienne, on nous demandait l'expérience canadienne. Et ça, je veux dire, c'est comme la poule et l'œuf. Hein? C'est-à-dire, pour avoir l'expérience, il faut travailler. Et travailler, il faut... Et ça donne l'expérience. Et c'est ça qui fait que aussi, et c'est là je dis toujours à des personnes que on ne traverse pas des fleuves et des rivières, c'est-à-dire comme immigrants, et venir s'affaisser devant un mur. Donc ce qu'on a fait, des amis et moi, dont certains que vous connaissez, on a soumis un projet pour donner l'expérience canadienne aux immigrants. C'est-à-dire en concoctant des stages dans des entreprises. Et c'est un organisme qui est toujours en cours, mais pour vous dire que les difficultés d'intégration à l'époque sur le marché du travail, aujourd'hui, heureusement, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de lest sur l'engagement des personnes issues de l'immigration. J'ai l'impression. Hein. Tant mieux si ça continue parce que au point de vue empirique, juste dans la réalité, quand on rentre, hier je rentre dans une boutique, c'est un supermarché, c'est une jeune africaine qui me sert, je veux dire, c'est des choses qu'on ne voyait pas avant. Donc, les difficultés par rapport à notre temps, mais j'ai l'impression, mais je ne veux pas trop vendre la peau de l'ours, mais à l'époque, c'était le problème du marché du travail et la reconnaissance de nos acquis professionnels. Ouais, on comprend qu'à l'époque, vous aviez bien sûr ces problèmes, mettons, systémiques. Et aujourd'hui, on parle toujours de la même chose, la discrimination systémique, la discrimination et même du racisme. Après la mort de George Floyd aux États-Unis, il y a eu comme une déferlante qui a amené des changements. Croyez-vous que ça aurait été possible aussi à votre époque? Ces changements? Non, je ne pense pas. Parce que nous, quand on est arrivé ici, le Québec, surtout le Québec, parce que je parle du Québec, il y avait une méconnaissance de l'Afrique. Et des Africains, et de leur histoire. Parce que les liens entre la rencontre entre le Québec et l'Afrique s'est fait très tardivement. Très tardivement. À la différence des autres situations comme aux États-Unis ou en France. Mais la rencontre avec le Québec et l'Afrique, quand on est arrivé ici, on s'est rendu compte que les Québécois ne connaissaient pas les Africains. Et les Africains ne connaissaient pas les Québécois non plus. Donc la situation d'aujourd'hui ne peut pas avoir été comme la même chose. Parce qu'on n'était pas nombreux. Pourtant, les Afro-descendants étaient ici nombreux, les Haïtiens. Mais je parle des Africains, que je connais plus parce que étant africain. Mais à votre question, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, mais il ne pourrait pas se passer avant parce que on sait que la mort de George Floyd et la déferlante a créé un genre de choc et un éveil des consciences sur la situation afrodescendante. Alors, moi je rebondirai rapidement avec la situation des communautés
mais je n'irai pas jusqu'à la diaspora, des communautés en soi. Ouais. Est-ce que lorsque vous êtes arrivé, est-ce qu'il y avait assez de communautés? Quelle était la relation entre communautés? C'est-à-dire peut-être la communauté sénégalaise, la communauté ivoirienne, la communauté camerounaise, je ne sais pas, la communauté... Comment étaient les relations à ce moment-là, comparé à maintenant? Ben, je vais vous surprendre. À notre époque, je trouvais qu'on était beaucoup plus liés qu'aujourd'hui. Quand je suis arrivé à Québec, parce que j'ai toujours vécu à Québec, à l'Université Laval, on avait une organisation qui s'appelle l'UGAQ, l'Union Générale des Étudiants Africains à Québec, du Maghreb jusqu'en bas. Et c'était un creuset, ivoirien, camerounais, nigérien, sénégalais, tout le monde était dans le creuset. Mais là, le contexte historique s'y prêtait parce qu'on sortait des indépendances africaines, ça faisait 10 ans, 1960, 1970, 10 ans que l'Afrique est indépendante. Donc on a été portés par cette volonté de perpétuer cette lutte de l'intérieur et surtout sur la réhabilitation du continent. Donc on se voyait tout le temps. On fêtait toutes les indépendances nationales. Du Mali, je me souviens, le 22 septembre, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun. C'est-à-dire, il y avait un creuset, on était tout le temps ensemble. Donc il y avait quand même un certain lien, une certaine entente entre vous. Une communion, oui, je veux dire ça aussi. Parce qu'on était moins nombreux et on a eu une préoccupation. Et aujourd'hui, je ne sais pas. En observateur, que direz-vous? Mais aujourd'hui, c'est que comme je ne suis plus là-dedans, je dis, j'observe de loin. Et je me souviens, on avait même fait partie des fondateurs de l'association des ressortissants sénégalais, ici, à Québec, à l'époque. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire parce que je suis comme retraité, et puis comme parmi les aînés, je suis moins là-dedans. Mais à l'époque, il y avait cette communion et on entendait toujours parler. Il y avait chaque année une fête de l'Afrique à l'Université Laval, avec l'UGAQ. Et un creuset, tout le monde était là-dedans. Aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai l'impression, il ne faut pas le vérifier, mais il y a comme un émiettement des sociétés nationales et des associations nationales. Un éclatement. Oui, un éclatement. J'ai l'impression. D'accord. Une question directe. Par votre position assez distante et panoramique, croyez-vous qu'on vit un peu plus de discrimination aujourd'hui? Mais ça dit, aujourd'hui, ce qui complique les choses, c'est l'augmentation des luttes identitaires. États-Unis, France. Et vous le savez, on parle du grand remplacement, on parle des problèmes identitaires, tout le monde se recroqueville dans une période pourtant assez paradoxale de mondialisation économique où les marchés sont ouverts. Et ce que je trouve aujourd'hui qui est dommage, c'est que l'immigration, qui est un phénomène historique, est vue comme un problème. Alors que l'immigration, c'est une richesse, autant pour la personne qui immigre que pour la société qui l'accueille. Comment est-ce que vous vivez votre retraite? Moi, je la vis très bien, ma retraite. Je la vis très bien. C'est-à-dire, je continue mon engagement dans la mesure du possible. Je suis moins actif physiquement, mais je suis en lien toujours avec les organisations. Je donne mon temps quand faire se peut. Mais je la vis bien, ma retraite. Et le fait d'avoir maintenu le lien avec l'Afrique et le Sénégal me permet de vivre cette situation d'une double manière. Parce que j'ai toujours dit que immigrer, c'est pas mourir. C'est-à-dire on rajoute une expérience à une expérience qu'on avait déjà. Donc avec la retraite, moi je trouve que si on sait en profiter, si on maintient le lien avec le continent d'origine, ça nous donne un espace plus grand pour jouir de notre retraite.
Donc, si on comprend bien, au niveau de la dualité, vous la vivez vraiment comme étant complémentaire et non une scission. Moi, j'ai toujours dit que l'expérience de l'immigration, c'est une autre expérience culturelle qui s'ajoute à notre propre expérience. Et j'ai horreur, je disais toujours à mes enfants, il faut refuser de choisir. Il faut choisir 1 plus 1. C'est-à-dire que ce n'est pas en choisissant qu'on perd, c'est-à-dire on rajoute. C'est complémentaire. Et dans la culture, en société, ou dans la vraie vie, et en mathématiques, plus 1 est toujours plus positif. Hein. Que dites-vous donc à ceux qui croient et défendent le fait que le refuser de se détacher pour complètement embrasser est la source de certains discordes ici au Québec, au Canada? Si je comprends bien, c'est-à-dire se détacher de ces valeurs anciennes. Oh non, moi je pense que, et ça me vient en tête une phrase de Léopold Sédar Senghor, qui disait qu'il faut s'enraciner pour s'ouvrir. Moi je pense que dans le système actuel, et pour le bien-être et de la société et de l'individu, c'est-à-dire on ne peut pas enlever une partie de ce que nous sommes. C'est-à-dire il faut se raccorder. Et moi je viens au Québec, j'ai une expérience sénégalaise. Je viens au Québec, j'ai une expérience québécoise. Mais ça fait de moi un meilleur homme, parce que je combine des expériences. Mais pourquoi enlever? Mais soustraire? Pourquoi soustraire? Comme je disais, comme en mathématiques, mais 1 plus 1, c'est toujours positif. Et c'est ce que je dirais aux jeunes dans l'immigration. C'est-à-dire, il faut s'impliquer. On a choisi de vivre dans cette société, donc il faut contribuer, mais sans oublier d'où on est parti. Parce que l'image du continent, c'est la même image qui nous suit ici. Si on a un continent qui est dynamique, et ce qu'elle est, avec toutes ses valeurs, toutes ses richesses, mais si on arrive à le transférer, mais le regard que les autres vont avoir de nous va être un regard plus positif. Donc il faut travailler à ça. Alors, M. Ndiaye, actuellement, quelles seraient vos recommandations aux jeunes, ou aux moins jeunes en tout cas, aux Africains de la diaspora, pour pouvoir, bien sûr, contribuer au développement du continent? Moi, c'est une de mes grandes préoccupations. Tantôt, quand je parlais de l'UJAQ, quand je suis arrivé ici, le regroupement d'Africains, c'est vraiment la continuation de la vision panafricaniste, c'est-à-dire travailler pas seulement en silo dans nos sociétés, mais pour le continent en général. Et ce que je dis toujours, c'est que la diaspora a une responsabilité par rapport au devenir du continent. Ce continent qui nous a tout donné, parce que moi, quand j'ai pu étudier à l'Université de Dakar, étudier dans ma communauté, et dans ma commune et autres, c'est qu'il y a beaucoup qui n'ont pas pu le faire. Et ça, culpabiliser personne. Mais on a une responsabilité pour ce continent. Et ce que je dis toujours, c'est que quand on immigre, on essaye de parfaire notre avenir professionnel, mais il faut penser à l'Afrique. Parce que si le continent se développe, ou bien a la place qu'elle mérite et qu'elle doit avoir à cause de ses richesses qu'on sait, des richesses culturelles, richesses sociales, richesses économiques, c'est que si le continent va bien, la vision des autres
dans l'immigration, sur nous, va être beaucoup plus positif aussi. La diaspora a un rôle important à jouer. Et je donne un exemple, vous, monsieur Florent, avec le travail que vous faites, mais vous pouvez apporter votre contribution au Cameroun ou dans un autre pays d'Afrique. Et j'ai dit la diaspora doit s'investir, je ne parle pas d'investir, ça c'est autre chose, mais s'investir dans le devenir du continent. Mais en notant qu'on ne revienne pas en néo-conquérant, c'est-à-dire essayer de vouloir faire la leçon aux gens. C'est-à-dire, de l'expérience africaine, on va rajouter l'expérience qu'on a acquise ailleurs. Moi, je suis au Sénégal chaque année depuis ma retraite. Même avant ma retraite, j'allais au Sénégal et je m'investis au niveau du social. Mais j'aurais aimé mieux m'investir. C'est-à-dire, et c'est là où, pendant ma vie active, j'aurais dû créer beaucoup plus de liens. Mais ce que je dis là est difficile aussi, hein, parce que quand on est ici, avec les problèmes qu'on a pour se retrouver, je vous dis, c'est difficile aussi d'avoir les deux là. C'est difficile. Je suis conscient de ça. Alors, quelles sont les difficultés que l'on rencontre ou que vous rencontrez personnellement dans le processus de votre retraite, dans la vie quotidienne? Ben, je ne peux pas dire que je rencontre énormément de difficultés, parce que je m'attendais à cette période. Et je partage mon temps entre ici et le Sénégal. Et je pense que c'est ça qui fait aussi que je ne peux pas dire que je m'ennuie. J'ai fait beaucoup de lectures, les choses que je n'ai pas eu le temps pendant que je travaillais. Et je donne un coup de main aussi sur, ben, comme ici, l'entrevue que je suis en train de faire. Absolument. Donc, je ne m'ennuie pas. Et j'essaie d'allier l'utile à l'agréable. Je suis ici, les périodes d'été, d'automne, l'hiver, je vais au Sénégal. Donc, je ne peux pas me plaindre finalement. Je veux dire, le Sénégal, c'est ma Floride à moi. Parce que quand on voit ici les retraités, québécois et québécoises, ceux qui ont les moyens, vont en Floride. Et moi, il y a un collègue qui m'a déjà dit, toi, tu es chanceux, tu peux aller au Sénégal. Et je lui ai répondu, oui, mais il faut avoir œuvré pour. Absolument. C'est pourquoi je disais que, même pour nous-mêmes, on ne peut pas tourner le dos à l'Afrique, même si on est parti. Quels sont les défis que vous croyez importants à adresser, que ce soit par le gouvernement ou bien par d'autres organismes, en ce qui concerne les aînés ou les doyens, comme on le dit parfois, ou en tout cas les personnes les vieux. Mais en Afrique on dit les vieux, mais ici c'est un tout petit peu assez sensible. Les défis? Les défis, oui. Moi je pense que c'est éviter l'isolement. Ça c'est extrêmement important. On est dans des sociétés individualistes. Il faut éviter l'isolement. Moi, comme je vous dis, j'ai la chance de pouvoir faire le retour au Sénégal par moment. Mais il faut s'investir aussi pour accompagner les jeunes ici. Et ce que je dis toujours à des amis, même un collègue qui est à Ottawa, que vous connaissez bien, elle a discuté beaucoup avec le professeur Asokba, oui, absolument. qui est un ami, on était à l'UJAQ ensemble. Hein. Okay. Et disait maintenant, moi comme je suis moins présent physiquement, il faut accompagner les jeunes. Surtout les jeunes afrodescendants, les jeunes issus de l'immigration, qui mènent des batailles extrêmement nobles actuellement.
sur tous ces discussions, ces problèmes d'intégration, ces problèmes de travail. Moi, je pense qu'on ne peut pas rester tranquille. Et en plus aussi, et je reviens toujours à mon dada, mais il faut le regarder sur l'Afrique, il faut s'intéresser aux questions africaines, ce qui se passe en Afrique. Il faut s'intéresser. Parce que ce n'est pas du communautarisme que de s'intéresser à ce qui se passe. Ce n'est pas du communautarisme. Et il faut nouer des liens. Parce que retraite, vieillesse, souvent synonyme de solitude. Est-ce que dans la ville de Québec, est-ce qu'il existe, à votre connaissance, une façon pour toutes les personnes issues, tous les aînés issus de la diversité de se retrouver justement pour éviter cet isolement-là? J'en connais pas, mais là, voilà une idée. Voilà une idée. D'avoir une sorte de cercle. Il y a des cercles de lecture, mais la question qui se pose, est-ce que dans nos milieux respectifs de travail, une fois qu'on est à la retraite, est-ce qu'on participe à ces activités? D'où bien sûr notre projet avec la Voix des aînés. On en profite pour envoyer un appel ici pour tous les aînés qui sont dans la ville de Québec ou dans la province, qui souhaiteraient bien sûr faire partie de ce projet de la Voix des aînés. Et on aura des débats et des tables rondes bientôt. Envoyez-nous par courriel vos informations et on vous contactera. Par courriel, c'est à info@diaspora-interaction.com. Et des suggestions. Et des suggestions, bien sûr. Absolument. Parce que voilà une bonne idée. On va essayer de la conduire. Alors, pour terminer, un mot de fin? Mais je reviens toujours aux mêmes choses. Les jeunes, impliquez-vous dans cette société parce que une fois qu'on immigre, on est des citoyens dans cette société. Et ces sociétés évoluent grâce à l'apport de tout le monde. Ne vous laissez pas intimider par toutes sortes de goulivés ou bien des choses qui peuvent... C'est-à-dire, on n'immigre pas pour rester couché. Il faut s'investir ici sans oublier derrière. Donc, pour vous, il faut être à cheval. C'est-à-dire, il faut harnacher les deux chevaux. Celle-là, je ne l'ai jamais entendue. Il faut harnacher les deux chevaux. Ah, celle-là, c'est la première fois de toute mon expérience journalistique animateur que je l'entends. Non, mais c'est comme ça. Et puis, il y va de notre bien-être aussi. Parce qu'on ne peut pas suicider une partie de nous. Nous sommes ce que nous sommes. Si vous deviez choisir, s'il fallait recommencer, oui. Qu'est-ce que vous feriez autrement? Ici? Oui. Grosse question, difficile. Vraiment difficile parce que je suis satisfait de mon parcours. Sérieusement, qu'est-ce que j'aurais fait de mieux? Vraiment, je ne sais pas. Je suis, après tout ce que j'ai dit, satisfait de mon état actuel, satisfait de mon parcours. Je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait de mieux. Parfait. Nous avons eu le privilège de recevoir le professeur Tchek Ndiaye, retraité, bien sûr, et qui est Sénékeb. Aujourd'hui, nous avons bien sûr parlé de son expérience québécoise. Nous avons parlé de son expérience en tant que nouveau retraité et des possibilités pour pouvoir bien sûr vivre cette dualité culturelle, à savoir entre le Québec et le pays d'origine, quel que soit le pays, que ce soit le Cameroun, le Québec ou n'importe lequel. Et la leçon qui en ressort et que moi je tire, c'est qu'il ne faut pas rester à cheval, mais il faut harnacher les deux chevaux pour avancer avec les deux cultures. Et j'ose espérer que vous avez pu tirer bien sûr des belles informations et que vous avez pu bien sûr avoir quelques lumières à vos questionnements en ce qui concerne bien sûr cette situation, cette position dans laquelle vous êtes peut-être ou que vous serez demain. C'était
l'émission La Voix des aînés, qui sera constituée, bien sûr, qui va donner la parole à tous les aînés, et sera constituée d'entrevues comme celle-ci, de tables rondes et de débats, et aussi reportages et mini-reportages sur la vie des aînés ici à Québec, au Québec. Et on ose espérer que si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des personnes, des aînés dans la ville de Québec ou dans la province, que vous souhaiterez que nous prenions contact pour pouvoir bien sûr les intégrer à ce projet, n'hésitez pas. Ceci étant, c'était Florent Lial et ce fut un vrai plaisir d'animer cette émission. Merci d'avoir accepté. Merci beaucoup Florent. Au plaisir. Au plaisir. Merci.